Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Le sort de la Gambie est toujours entre de nombreuses mains, mais pas encore celle de la Cour suprême. Lundi, le président de la juridiction a annoncé qu'il se récusait de l'examen du recours déposé par Yahya Jammeh. Le président gambien sortant avait lancé cette procédure pour obtenir l'annulation de l'investiture le 19 janvier d'Adama Barrow, son concurrent vainqueur de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier. Un scrutin pour lequel M. Jammeh avait également demandé un recours pour en obtenir l'annulation des résultats. Le Nigérian Emmanuel Fagbenle, président de la Cour suprême, estime ne pas être en mesure de se prononcer seul sur le dossier. Il faudra donc attendre que sa juridiction soit constituée ou bien que les juges qui la composent aient le temps d'arriver en Gambie. Afin d'accélérer le pourvoi des sièges vacants à la Cour, Yahya Jammeh avait demandé à la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, également à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, d'envoyer des magistrats au plus vite. La CEDEAO qui envisage par ailleurs une intervention militaire en Gambie. Cette stratégie, rapportée mardi par une source militaire nigériane, membre de la CEDEAO, a reconnu l'accord des Nations Unies ainsi que l'Union africaine. L'intervention militaire en Gambie par le Nigeria et les autres pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest répond au refus du président sortant Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre, alors qu'il l'avait d'abord reconnu dans un premier temps. Du côté du président gambien élu, le mot d'ordre, c'est la retenue. Adama Barrow, qui est accueilli par le Sénégal depuis dimanche et jusqu'à la date de son investiture, prévue le 19 janvier, s'est exprimé dans une déclaration lue lundi par son conseiller, Mai Fati. Le vainqueur de la présidentielle gambienne du 1er décembre a notamment appelé ses concitoyens à respecter la loi et à ne pas répondre à la provocation. Il a également précisé que son investiture se tiendra bien sur le sol gambien ce jeudi. M. Barrow a quitté Banjul vendredi avec Ellen Johnson Sirleaf à destination de Bamako, où il a assisté au sommet Afrique-France. Il a ensuite quitté le Mali pour rejoindre Dakar avec le président sénégalais Macky Sall. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais transmettre la déclaration de son Excellence le président Adama Barrow. Chers Gambiens, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous présenter mes salutations et mes meilleurs vœux. En tant que président élu, je voudrais affirmer de façon concluante, affirmative et catégorique que je souscrirai au serment prescrit le 19 janvier 2017 et j'inaugurerai ainsi le nouveau gouvernement de la République de Gambie. La cérémonie d'investiture se tiendra en Gambie, sur le sol gambien et en accord avec la section 63 de la Constitution de la République de Gambie et des lois applicables. Je prendrai mes fonctions de président de la République de Gambie ce jeudi 19 janvier 2017, sans exception, si Dieu le veut. Je demande à tous les citoyens de continuer à maintenir la paix, la stabilité et la tranquillité dans notre pays. J'appelle tous les citoyens à continuer à faire preuve de retenue, à respecter la loi et à ne pas répondre à la provocation. Je suis conscient de la vague d'arrestations illégales de membres de l'armée et d'agents de la sécurité par le président sortant. Je condamne fermement cet acte détestable. Je demande la libération immédiate des personnes arrêtées ou détenues illégalement. Tout comme le conseiller du président gambien élu, le porte-parole de l'opposition a confirmé la tenue de la cérémonie d'investiture de M. Barrow sur le sol gambien et non pas depuis une représentation gambienne de l'étranger comme une ambassade. Halifa Sallah, qui s'est exprimé lundi, a également prévenu que tout soldat qui ne prêterait pas serment de fidélité au président élu jeudi serait considéré comme rebelle. Il est clair que le président Jammeh a actuellement des hommes armés. Au moment de l'inauguration, le 18 à minuit, ces personnes devront prêter serment de fidélité à la République et à la nouvelle personne qui sera investie. Ils ne doivent pas suivre ses ordres. Toute personne qui accepte de suivre un président dont le mandat a expiré sera un rebelle. Yahya Jammeh de plus en plus isolé sur la scène internationale dont son entêtement à ne pas vouloir céder le pouvoir. Un par un, ces ministres quittent le gouvernement. Après le ministre de la Communication, Sheriff Bojang, qui a quitté ses fonctions vendredi, ce sont 4 nouveaux ministres qui ont démissionné ce mardi. Les 4 noms ont été annoncés à la télévision d'État. Il s'agit du ministre des Finances et des Affaires économiques, Abdou Colley, de la ministre des Affaires étrangères, Néné Magdoual,
du ministre du Commerce et de l'Industrie Abdou Djobé, ainsi que du ministre gambien de l'Environnement. Autre démission notable, celle d'Abdoulaye Ba, le maire de la capitale gambienne Banjul. La municipalité a annoncé sa décision ce mardi. Les tentatives de médiation se poursuivent pour obtenir le départ du président gambien sortant Yahya Jammeh. Parmi les dernières en date, celle du Maroc. Selon les termes employés par le site d'information en ligne marocain Le Desk, le Royaume mène actuellement une médiation discrète et de la dernière chance. Rabat, qui entretient historiquement de bonnes relations diplomatiques avec la Gambie, tente d'offrir une porte de sortie à Yahya Jammeh. Après le Nigeria, le Maroc de Mohamed VI pourrait proposer l'asile au président gambien sortant. Le site Le Desk détaille par ailleurs la mission menée actuellement par le ministre marocain délégué aux Affaires étrangères, Nasser Bourita. Accompagné de Yassine Mansouri, le chef des services de renseignement extérieur du Royaume, les deux hommes sont présents depuis quelques jours à Banjul, dans un dernier espoir de médiation, afin que M. Jammeh quitte le pouvoir. Ces tentatives de médiation internationale ne sont pas toutes du goût de Yahya Jammeh. Pour le président gambien sortant, qui s'est exprimé ce mardi après-midi à la télévision, le processus électoral de son pays connaît, je cite, « un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent ». Un constat qui l'a poussé par conséquent à décréter l'état d'urgence en Gambie. En Côte d'Ivoire, la situation reste aussi très tendue. Après la mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée, dans la nuit du 5 au 6 janvier à Bouaké, au centre du pays, de nombreux tirs en l'air ont été recensés depuis lundi et ce mardi dans tout le pays. Les mutins réclamaient le paiement de retards de soldes, de primes et des évolutions de carrière. Au moins 2 morts sont à déplorer suite à ces nouveaux soulèvements militaires ce mardi. Pour les frères d'armes de ces soldats tués à Yamoussoukro, le nombre de tués serait de 4, une information pas encore confirmée. Dans la capitale économique Abidjan, des témoins rapportent eux des tirs nourris dans la commune d'Abobo. Même constat dans le reste du pays, à l'ouest à Daloa, au centre à Dimbokro ou encore à Bouaké. Le nouveau soulèvement a commencé à l'école des forces armées de Zambakro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Les nouveaux insurgés sont au nombre de 14 500, dont des gendarmes. Eux aussi exigent leur part des primes demandées à l'État. À Yamoussoukro, la préfecture de police et le commissariat du 2e arrondissement ont été attaqués et des armes emportées. Selon notre journaliste ivoirien Parfait Adjo, les mutins de ce mardi sont entrés en négociation avec le gouverneur du district, Augustin Thiam, ainsi que le préfet de Yamoussoukro, André Ekponon. Les négociations se poursuivent entre les deux parties. Pour les 8500 mutins du premier soulèvement de Bouaké, un accord a été trouvé avec le gouvernement. 12 millions de francs CFA, soit environ 18 000 euros, seront versés à chaque soldat. Dès l'ouverture des banques ce mardi, ils ont commencé à percevoir les 5 des 12 millions de francs CFA promis, soit environ 7 500 euros. Après cette somme, ce sont des mensualités d'1 million qui seront versées dans l'année qui vient à 7 reprises. Les détails de l'accord restent cependant confus. Le ministère de la Défense et le gouvernement ivoirien ne communiquent qu'à minima sur la question. Le gouvernement ivoirien n'a pu obtenir la suspension de la grève de ses fonctionnaires au terme d'une rencontre lundi dans la capitale économique à Abidjan. Les ministres ivoiriens de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abinan, de l'économie et des finances, Koné Adama, du budget et du portefeuille de l'État, Cissé Abdraman, et de l'emploi et de la protection sociale, Jean-Claude Kouassi, qui tenait à faire baisser la tension sociale après les mouvements de violence dans plusieurs établissements scolaires du pays, ont demandé avec insistance aux chefs syndicaux de suspendre leur mode de grève et attendre jeudi, après-demain donc, pour la satisfaction de leurs revendications relatives à la réforme des pensions de retraite, à la liberté syndicale, au stock des arriérés de salaire d'un montant de 243 milliards. Le ministre de la fonction publique, Pascal Abinan, a émis l'espoir que le Conseil des ministres apportera des solutions adéquates aux préoccupations des fonctionnaires ivoiriens. Ce n'est pas du mépris. Nous savons qu'ils étaient en grève depuis, mais l'actualité politique, la mise en place des institutions de la Troisième République a fait qu'on n'a pas pu les recevoir à temps. Donc le gouvernement nous a demandé de venir les recevoir. C'est déjà un message fort que le gouvernement donne à nos amis les syndicalistes. 4 ministres qui viennent à leur écoute mercredi en Conseil des ministres, des réponses concrètes et, j'allais dire, satisfaisantes seront données à l'issue du Conseil des ministres qui seront communiquées
au syndicat jeudi. S'il faut se retrouver plusieurs fois sur les mêmes questions, ça veut dire que malheureusement on tourne en rond et qu'il n'y a pas de solution adéquate. Bon, notre principe c'est de faire confiance à tout le monde. Donc nous faisons confiance au gouvernement et nous espérons que le gouvernement va trouver cette fois-ci des réponses appropriées aux questions qui sont les nôtres. Mais il faut que le gouvernement comprenne que les fonctionnaires ont fait suffisamment de sacrifices. Donc on ne peut pas leur demander aujourd'hui en l'espèce de faire encore le deuil de ce qui est de leur arriéré. On ne peut pas leur demander de faire le sacrifice supplémentaire quant au respect d'un certain nombre de normes que la Côte d'Ivoire a elle-même édictées. Les responsables syndicaux, dont Mesme Komwe du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits et Jean-Yves Abonga de l'intersyndicale des fonctionnaires, ont déclaré avoir pris acte et promis de rencontrer ce mardi leurs bases respectives afin de donner une suite à la requête du gouvernement. En grève, depuis le lundi 9 janvier 2017, les travailleurs de l'État des Côtes d'Ivoire demandent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, le paiement effectif des arriérés de salaire, le retrait de la réforme de la retraite de 2012, la liberté syndicale et le retrait des impôts superflus. Le nouveau Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'est dit prêt à apporter des solutions aux problèmes posés, mais il a invité les fonctionnaires à la modération. En Afrique centrale, les salariés de Shell Gabon menacent de durcir leur grève. La vente de la filiale gabonaise du géant pétrolier au fonds américain Carlyle a provoqué l'inquiétude de quelques 450 de ses employés. Leur mouvement pourrait prendre de l'ampleur si les salariés représentés par le syndicat de l'Organisation nationale des employés du pétrole ne sont pas indemnisés du préjudice moral consécutif à leur reprise par leur nouveau propriétaire. La grève démarrée le 12 janvier s'est traduite par une réduction progressive de la production, entre 30 et 50%. Le mouvement de l'ONEP a déjà généré une perte de plus de 90 000 barils, l'équivalent d'une perte financière de 4,5 millions de dollars, environ 2,8 milliards de francs CFA. Les travailleurs s'inquiètent pour leur avenir. Tous ces travailleurs seront transférés vers le nouveau repreneur. L'inconnu, simplement, c'est qu'est-ce que le nouveau repreneur fera à la fin de la période de transition. Si cette nuit, si demain matin on réveille, nous n'avons pas une satisfaction de la proposition de sortie écrite qui a été proposée, nous nous réservons donc le droit d'appliquer la grève dans sa dureté, c'est-à-dire zéro production de Shell Gabon, zéro production de Total Gabon transitant par Shell. Premier coup de truelle pour monter une à une les briques du Centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, encore appelé en anglais WAP, the West African Power Pool. Dans quelques mois, ce plan architectural sera une réalité ici, dans cette commune béninoise d'Abomey-Calavi. Visant une approche architecturale innovante et une image institutionnelle contemporaine, le concept de l'œuvre est un plan elliptique organisant les fonctions du bâtiment autour d'un large patio central sur un niveau unique, symbolisant la coopération régionale. Si ce projet devient aujourd'hui palpable, c'est grâce à l'Union européenne qui a déboursé 30 millions d'euros, soit 19 milliards 700 millions environ de francs CFA pour accompagner la CEDEAO dans sa dynamique de sécuriser l'énergie électrique au sein d'un creuset communautaire. Le responsable de la délégation de l'Union européenne au Bénin se permet de rappeler ce qui a donné naissance à l'Europe des 27. Le 9 mai 1950. C'est à cette date, en effet, que Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères français, fit sa célèbre déclaration qui jeta les bases de l'Union européenne en exhortant des nations autrefois rivales à mettre en commun leurs ressources stratégiques, à savoir à l'époque l'acier et surtout le charbon. La CEDEAO, au plus haut sommet, se félicite de cette idée de création du WAP émise par les chefs d'État. Le président de la commission de la CEDEAO est déjà satisfait de la disponibilité du marché ouest-africain de l'énergie électrique. Il s'agit de régulariser et de suivre d'heure en heure, de jour en jour, les différentes informations qu'il y a sur le marché interconnecté de la CEDEAO. Assurer la transparence de ce marché et garantir un certain nombre d'avantages pour que les investisseurs puissent investir parce qu'ils verront qu'ils pourront gagner en investissant sur ce marché. Et donc, le CIC aura donc à piloter les informations qui concernent ce marché. En 36 mois, le Centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie
électrique ouest-africain sera disponible au grand bonheur des populations de la CEDEAO. En Afrique de l'Est, les élections générales kenyanes auront lieu le 8 août 2017. Depuis lundi, les différents partis politiques appellent leurs sympathisants à se déplacer en masse pour participer à leur recensement. C'est notamment le cas du président Uhuru Kenyatta qui briguera un second mandat ou encore de la coalition d'opposition formée récemment. Ces inscriptions sont cruciales pour les coalitions en lice, notamment à l'élection présidentielle. Au Kenya, le vote s'effectue traditionnellement sur des lignes ethniques. 15 900 000 Kenyans sont déjà inscrits sur les listes électorales, plus que les 14 400 000 enregistrés pour les dernières élections de 2013. La commission électorale estime cependant que plus de 9 millions des votants potentiels sur les quelques 46 millions d'habitants du pays ne sont pas inscrits sur les listes. Elle espère donc que 4 à 6 millions d'entre eux iront s'inscrire dans les 25 000 bureaux du pays. La date limite d'enregistrement est fixée au 14 février. Je suis ici pour m'enregistrer en tant qu'électeur afin d'exercer mon droit démocratique, tout comme les autres Kenyans qui le font. Mon but est de voter afin de retirer ces personnes qui sont au pouvoir. Mes espoirs, que nous les jeunes, nous ayons de meilleures vies, que nous ayons des emplois pour construire ce pays. Je dois voter pour un leader qui peut voir, prendre. Vous savez, beaucoup de jeunes sont sans emploi. Ils sont au chômage. Ici, à Kibera, la plupart des personnes galèrent. Certaines personnes tombent même dans la délinquance. Ils finissent par mourir, tués par la police. Donc je pense qu'en élisant un chef d'État, nous allons peut-être pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes. Ah oui. Société de transport et d'équipement collectif de Yaoundé, c'est ainsi que va s'appeler la nouvelle entreprise chargée d'assurer le transport de masse par bus dans la capitale camerounaise. Pour ce faire, 20 bus automatiques climatisés et tropicalisés sont disponibles pour desservir 6 centres urbains, y compris la ligne universitaire Ngouaekele-Soa et la ligne partant du centre-ville à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Les bus sont non seulement pour l'utilisation urbaine, mais nous avons aussi également des bus qui vont faire des lignes directes, comme vous avez eu l'occasion de voir, que nous appelons les bus VIP, qui vont faire les lignes d'aéroport, de l'aéroport, qui vont faire des lignes assez précises. Déjà, c'est climatisé. Vous voyez, nous sommes dans un cadre où c'est climatisé. Il ne coûtera que 200 francs, peu importe la distance. Et puis également, pour nous qui sommes SportWave, virtuel et autres, WhatsApp, vous avez Internet en ligne, vous avez Internet dans le bus. Je suis à mesure de baisser le bus jusqu'au niveau du sol tel que vous voyez. Et là, il y a une rampe là. Fruit d'un partenariat public-privé entre le groupement portugais Eximtrans, Irmaos Mota et la communauté urbaine de Yaoundé, la STECI vient en remplacement de la défunte société Le Bus qui a mis la clé sous le paillasson depuis de nombreux mois, mettant ainsi au passage quelques 600 employés en chômage technique. Et la nouvelle société se donne donc les moyens de redémarrer sur de nouvelles bases. Comme vous avez constaté, les bus sont automatiques. Alors, il faut beaucoup les bichonner, il faut beaucoup les caresser, je préfère employer le mot, pour les conduire. Et pour ça, il faut que les chauffeurs soient formés. Et pour que nous évitions les casses, que nous évitions la mauvaise conduite aussi surtout. Ces autocars disposent d'une capacité d'environ 30 places assises, 20 places debout et quelques places pour des personnes à mobilité réduite. Ces derniers auront la possibilité d'accéder aux véhicules grâce à cette rame. 30 autres bus sont attendus dès le mois de mars prochain et les 100 bus restants devraient en principe fouler le sol camerounais avant le mois de juillet 2017 pour porter à 150 le nombre total des bus annoncé au mois d'août 2016 par le ministre camerounais des Transports Edgar Alain Mebengo. Actuellement, les bus ne sont pas encore mis à disposition des citoyens camerounais, mais la STECI, la nouvelle société de transport urbain de masse par bus, a donc décidé ou s'est donné l'objectif de mettre à disposition des Camerounais les 20 premiers bus actuellement disponibles avant la fin du mois de février 2017. Fin de cavale pour le suspect de la tuerie du Nouvel An en Turquie. L'auteur de la fusillade qui a fait 39 morts dans la discothèque Le Reyna à Istanbul a été arrêté lors d'une importante opération policière et est passé aux aveux. Le gouverneur d'Istanbul a confirmé ce mardi que l'homme, né en 1983, était de nationalité ouzbek. Son nom est Abdulgadir Masharipov.
Le terroriste dont l'attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique était en fuite depuis son forfait. Depuis son arrestation avec celle de 4 de ses complices, il a admis avoir été entraîné en Afghanistan et parler 4 langues. C'est un terroriste bien entraîné, selon le gouverneur. L'arrestation dans le quartier stambouliote d'Esenyurt a également permis la saisie de $197 000, de 2 armes à feu, de 2 drones et de cartes SIM. Le président Recep Tayyip Erdogan a salué le travail des forces de l'ordre. Le terroriste a avoué son crime et dans le même temps, ses empreintes digitales ont été prises. C'est clair que ça a été fait au nom de Daesh. Le terroriste avait $197 000 américains, 2 pistolets mitrailleurs et chargeurs. Tout cela a été saisi. Nous avons des éléments fiables permettant de dire qu'il est entré en Turquie illégalement depuis la frontière de l'Est. Suite et fin ce mardi des premiers matchs de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Gabon 2017. Les équipes du groupe D sont à l'honneur et la première rencontre a plongé les amateurs du ballon rond dans l'histoire du temps d'Amin Dada. Ghana-Ouganda, c'est tout simplement l'affiche de la finale de la CAN 1978 qui se jouait alors au Ghana. Et c'est aussi la dernière fois que l'équipe des Cranes participait à une Coupe d'Afrique des Nations. Près de 40 ans plus tard, pour leur retour parmi les grandes nations du football africain, les Ougandais n'ont pu empêcher le remake de la finale de 1978. Les Black Stars se sont imposés, mais cette fois 1-0 contre les Cranes, surnom de l'équipe ougandaise du nom d'un oiseau de la famille des Gruidés. En ce moment, le Mali affronte l'Égypte. Les Pharaons retrouvent la compétition pour la première fois depuis leur dernier sacre en 2010 et la révolution qui éclatait dans le pays en 2011. Lundi, le Togo d'Emmanuel Adebayor a frappé fort en tenant le champion en titre ivoirien en échec. Les éperviers ont neutralisé les éléphants en arrachant le nul 0-0 à Oyem. Un peu plus tard, la République démocratique du Congo, médaillée de bronze de la dernière CAN, n'a pas manqué son entrée face au Maroc. Les Léopards ont battu les Lions de l'Atlas 1-0 sur un but de Junior Kabananga. J'étais content d'être là. Tout mon pays comptait sur moi, ma nation était derrière moi. Donc c'est à moi de défendre le couleur de ma nation. Et puis voilà, je pense que ça s'est très très bien passé. Je suis content. Mais bon, je pense que ça pouvait être mieux si on gagnait, si on prenait les 3 points. Mais bon, rien n'est encore perdu. On a un deuxième match dans 4 jours. On va aller à l'hôtel, commencer à penser à la récupération pour qu'on soit plus en forme encore, pour montrer plus que ce qu'on a montré cet après-midi. Non, pas d'idée. Après, nous, on sait ce qu'on a à faire. On est concentré sur notre sujet. Donc, on va encore être concentré face au Maroc parce qu'on s'attend à un gros match contre le Maroc aussi. Ce que moi j'ai à dire, seulement qu'on ne doit pas sous-estimer les équipes. C'est un tournoi très difficile. Le Togo aussi, ils sont là aussi pour gagner. Donc, ça a été un match très difficile. Mais grâce à Dieu, on n'a pas perdu. Donc, on est conscient de cela, 1 point. Et on doit penser au second match. Et j'espère que ce second match-là sera le bon. On est tombé sur une équipe qui était bien disciplinée. Ce que je regrette, c'est qu'on a été pris sur les extérieurs, mais pas seulement. Même quand on a voulu chercher des solutions dans l'axe, on a manqué un peu de qualité technique. On a eu beaucoup de déchets, on a manqué de mobilité, on a manqué de beaucoup de choses. Ce nul, il n'y a pas à pleurnicher. Il y a eu un bon arbitrage intelligent, qui n'a pas sorti des cartons pour un oui, pour un non. Je trouve que ce match s'est joué dans un remarquable état d'esprit au niveau du comportement. Donc c'est aussi un bon point pour le football africain, ce genre de rencontre. Je pense qu'on est bien rentré dans ce match. On a fait une première mi-temps très aboutie. On a réussi à poser beaucoup de problèmes à cette équipe congolaise. Et c'est toujours difficile de manœuvrer l'équipe de RDC. Dans la zone de vérité, on n'a encore une fois pas été très efficace. Donc je pense qu'on concède un but sur l'une des seules peut-être occasions ou la seule que la RDC a pu avoir. C'est le football, il faut être réaliste dans les zones cruciales et on n'a pas réussi à l'être. Ce qu'il fallait faire justement pour empêcher, pour endiguer un petit peu toutes ces attaques, c'était de conserver le ballon. Et on n'arrivait pas à conserver le ballon, on n'arrivait pas à sortir, on n'arrivait pas à se sortir du pressing marocain. Donc il fallait rester patient.
ne pas concéder trop d'occasions. C'est ce qu'on a fait. Et puis, on savait qu'en sortant, ça pouvait payer si on restait très costaud derrière. Je pense qu'on était un bloc équipe aujourd'hui. On était un bloc équipe. On a montré vraiment beaucoup de rage, beaucoup de détermination. C'est vrai que le début de match était assez difficile de notre part parce que le Maroc poussait bien. Ils étaient bien en bloc. Et bon, voilà, ce match-là montre qu'il ne faut rien lâcher et continuer jusqu'au bout. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.